Les décideurs de la finance en compagnie de Farzin Fazel, managing partner chez Capco, un spécialiste du conseil aux acteurs financiers. Bonjour Farzin. Bonjour Thomas. On va parler aujourd'hui d'un beau sujet. Il concerne le Libra qui fait couler beaucoup d'encre depuis que Facebook a annoncé son lancement. C'était avant l'été. Il y a eu de multiples rebondissements. Des États comme la France, l'Allemagne veulent l'interdire. On verra s'ils peuvent le faire. Des partenaires du consortium commencent à se poser des questions comme PayPal qui a indiqué vouloir sortir. On va revenir sur tous ces éléments, mais d'abord, pour commencer, en quoi ça consiste le Libra? Quelle différence par exemple avec un Bitcoin? Alors effectivement, Libra est une monnaie virtuelle comme Bitcoin, mais il y a quand même quelques différences majeures. Tout d'abord, c'est une crypto-monnaie centralisée, aussi bien sur le plan technique, on ne va pas revenir sur des spécificités techniques, mais disons que c'est basé sur blockchain comme technologie de base, et ce sont un blockchain centralisé. Ça veut dire que quelques acteurs, une centaine en l'occurrence si tout se passe bien, vont contrôler cette monnaie et non pas l'ensemble du réseau comme dans le cas de Bitcoin. Absolument. Donc aujourd'hui, ces acteurs, enfin, au départ, étaient de nombre 28. PayPal, comme vous l'aviez dit, a annoncé il y a quelques jours son retrait du consortium. Donc ces acteurs du consortium vont gérer comme une sorte d'organisme central, si je peux me permettre, comme une sorte de banque centrale, la monnaie, ce qui n'est pas le cas de Bitcoin, qui est totalement décentralisé. Deuxième probablement différence importante, c'est que Bitcoin est limité dans son émission, d'où des fluctuations assez importantes de sa valeur et le principe de mining, d'aller chercher et d'aller extraire des bitcoins, alors que pour Libra, ce n'est pas le cas. C'est une monnaie qui va être adossée à un panier de devises et d'actifs et qui va avoir une vie presque normal, si je puis dire, comme n'importe quel autre actif financier. Oui, ce qu'on appelle les stablecoins. Et en fait, vous apporterez des dollars au Libra, enfin au consortium qui le gère, à Facebook et compagnie. Et en échange, il vous donnera des Libras, ce qui évitera sans doute, enfin, ce qui permettra une parité plus proche. Et qui, par parenthèse, sera un petit trésor de guerre que va gérer le consortium. Parce que quand ils ont des milliards en stock. Absolument. Alors déjà, dans les annonces de Facebook, alors il y a beaucoup à prendre et à laisser. Donc aujourd'hui, il y a un fonds de 1 milliard qui est un support de garantie de Libra. Deuxièmement, vous parlez de dollars, mais ça peut être n'importe d'autres devises. Oui, ça peut être de l'euro, bien sûr. Voilà, ça peut être les devises, entre guillemets, convertibles en Libra. Effectivement, ça commencera à ressembler à une vraie monnaie telle que l'euro, le dollar ou le yen. Et d'où un peu la réticence et les problématiques aujourd'hui que cela pose aux États. Pourquoi est-ce que Facebook et ses petits camarades décident de lancer une telle monnaie crypto? Alors, tout dépend qui vous écoutez ou comment vous l'entendez. Si vous écoutez Mark Zuckerberg, c'est quasiment une sorte d'œuvre sociale. C'est-à-dire que pour lui, c'est un moyen de bancariser, si cette terminologie existe, les gens qui, de par le monde, n'ont pas accès. L'inclusion financière, on en a déjà parlé. Voilà, c'est la fameuse inclusion financière. Et ce qui est vrai, au demeurant, ce qui est vrai, il y a aujourd'hui, on peut estimer à près de 2 milliards de personnes le nombre d'individus qui n'ont pas ces accès. Maintenant, on peut prendre l'autre côté l'autre facette, c'est que ces 2 milliards représentent aussi des potentiels clients auxquels aujourd'hui Facebook n'a pas accès. Et donc, élargir sa base de clientèle va permettre aussi d'avoir des régies pubs qui vont avec et tout l'accès commercial. Et, oui. Et d'ailleurs, Facebook a créé quelque chose pour gérer tout ça qui s'appelle Calibra, qui est derrière Libra. Donc voilà, c'est pas seulement pour faire de l'inclusion financière, c'est aussi faire du business et la percée de Facebook à travers le monde. C'est vrai que c'est un relais de croissance idéal. Facebook, c'est la couche de l'information. Si vous avez la couche de la transaction grâce à une monnaie, vous en savez encore plus, non seulement sur ce que je regarde, mais ce que j'achète. Et ça, c'est clé. Totalement. Et de toute façon, on en avait déjà parlé, je pense que aujourd'hui, une des grandes menaces par rapport au monde de la finance et des acteurs du secteur financier, ce sont les acteurs technologiques qui ont les ingrédients de base pour devenir un acteur du système financier, à savoir les moyens financiers, la technologie, la base clientèle et, je dirais, une certaine confiance qui a encore à prendre peut-être avec des pincettes, mais une certaine confiance de leurs clients. Donc aujourd'hui,
l'entrée de Facebook dans le système financier veut se faire par la monnaie. Le mot de confiance est intéressant parce qu'on est à une époque où justement cette confiance entre les monnaies étatiques gérées par des banques centrales pourrait, on tire un peu sur l'élastique avec l'impression de billets, le quantitative easing, les taux négatifs. Donc peut-être qu'un Libra pourrait être un jour considéré comme une valeur refuge, un peu comme on voit le Bitcoin prendre de la hauteur dès qu'il y a des tensions sur les marchés financiers. Oui, en fait, vous savez, on vient, alors les gens ont parlé de l'ubérisation de la monnaie, j'aime pas trop cette terminologie, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous venons d'une époque qui est récente dans l'histoire de l'humanité, où la monnaie est centralisée. Parce qu'il ne faut quand même pas se rappeler que cette monnaie centralisée, elle n'est pas très lointaine dans l'histoire de l'humanité. Les premières monnaies étaient locales ou régionales ou par pays. Et ensuite, on a trouvé un petit peu ces devises quasi universelles. Donc aujourd'hui, on revient un petit peu à quelque chose qui est décentralisé, qui est en dehors, ou en tout cas aujourd'hui, en dehors de la jurisprudence des États, et ceci d'ailleurs pose un problème aux États. Et donc, par rapport à une sorte de défiance développée encore plus depuis 2008 et la crise financière vis-à-vis de ces institutions financières, voire même des grandes banques centrales, ça donne une sorte d'impression d'une plus grande maîtrise de l'individu sur cette devise. C'est un petit peu le syndrome réseau social. Voilà, je fais partie d'un ensemble. Avec une dimension peut-être plus démocratique, c'est-à-dire les 2 milliards et quelques d'utilisateurs de Facebook sont le marché et ce n'est pas juste un banquier central avec un board qui va décider finalement de la politique à mener. Oui, mais c'est qu'une impression, parce qu'il n'y aura pas un banquier central, mais il y aura un consortium. Un Mark Zuckerberg peut-être. Un consortium, je dirais, on peut reprocher beaucoup de choses aux banquiers centraux, mais au moins leurs mandats sont clairement définis. Sont clairement définis par des États, ce qui ne sera pas forcément le cas d'un consortium dont le mandat sera beaucoup plus commercial que de l'intérêt général. En tout cas, s'il y a une défiance, c'est celle des États. On sent qu'ils prennent cette menace très au sérieux, avec des déclarations très agressives, alors que ça n'existe pas encore, en disant « bah non, ça n'aura pas lieu sur le sol français ». Alors, dans un monde dématérialisé, qu'est-ce que ça veut dire ne pas exister sur le territoire français ? Je pense qu'il y a quand même des postures. Alors, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet, on en avait beaucoup parlé ici dans d'autres débats, c'est la réglementation. C'est qu'on ne peut pas avoir un acteur qui rentre sur un marché qui est extrêmement réglementé et que cet acteur ne le soit pas et que ses produits ne le soient pas. Donc je pense que le premier point, l'idée c'est pas de dire ça n'existera pas. Ce que j'ai entendu, c'est que ça ne peut pas exister en l'état. Ça veut dire que les éléments aujourd'hui publiés, communiqués, échangés par le consortium ne permettent pas de remplir les contraintes imposées par le régulateur pour être un émetteur de monnaie. Donc je pense que, et effectivement, il y a une sorte de zone grise extrêmement large pour pouvoir y arriver. Est-ce que le consortium va y parvenir? Est-ce que les États vont faire un pas? Je pense que le chemin sera long. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à aller acheter son hamburger en Libra dans quelques mois. Par contre, je pense que c'est le sens de l'histoire. Si vous me posez la question, est-ce que ce type de monnaie verra le jour, j'en suis convaincu. Et à quel horizon de temps alors vous placez ce sens de l'histoire? Je pense que c'est difficile de dire est-ce que c'est 6 ou 12 mois, mais je dirais c'est certainement... donc du court terme quand même. Non, c'est probablement pas forcément dans les 6 ou 10 mois, mais c'est certainement dans les 2 à 5 ans à venir. D'accord. Est-ce que ça va faire des émules d'autres multinationales? On pourrait imaginer, je ne sais pas, une grande compagnie pétrolière lancer sa crypto-monnaie, une grande Walmart, Amazon. La même façon que vous avez aujourd'hui des devises, que l'euro, le dollar, le yen ou le yuan ou d'autres devises existent, parce que des États puissants, en fait, ces devises n'existent que parce que les États qui sont derrière ces devises ont acquis une certaine puissance planétaire et peuvent peser sur les échanges. Et donc leurs devises rentrent dans... La même façon, à partir du moment où vous avez
des consortiums qui représentent un certain volume d'échanges à travers le monde, à travers leurs outils, à travers leurs produits, ça leur donne une force. Personne n'a parlé en fait du volume d'échanges au sein du consortium Libra. J'ai essayé de trouver le chiffre, je n'ai pas trouvé. Mais je crois que c'est ça qui est le plus important, c'est d'essayer de voir si aujourd'hui on a additionné l'ensemble des échanges au sein de ces 27, qu'est-ce que ça présenterait en termes de poids économique. Et c'est ça qui permettra de comprendre si ces acteurs ont les moyens d'avoir un débat intelligent et de partenaires avec les États. En attendant, PayPal sort, ce qui n'est pas très bon signe. Et il y a un objectif de 100 membres dans ce consortium. On est à un tiers, un petit tiers. Bon. Je pense que c'est comme l'ensemble des idées novatrices. Il y a des pionniers qui, pour des raisons justement de profiter de leur position de pionnier, s'embarquent. D'autres, comme PayPal, peut-être a considéré qu'il y avait un peu trop de vent négatif aujourd'hui et de publicité négative autour de ça, et qu'en tout cas à court terme, c'est une spéculation, mais à court terme, l'impact négatif sur la marque PayPal serait plus important que les retombées positives à terme. Par contre, je pense que ça va être une question le succès amène le succès. C'est-à-dire, au fur et à mesure que le consortium va passer des caps, je pense qu'on verra des acteurs s'y rejoindre. Bon, en tout cas, on a compris le message. Vous êtes confiant. Ça verra peut-être pas le jour de demain, mais après-demain, c'est quasiment certain. Oui, je pense qu'être dans le déni n'est pas la bonne stratégie. Par contre, il faut être dans une approche de pouvoir gérer pour le bien collectif plutôt que pour laisser ça aux mains d'un consortium privé. Farzin Fazel, Managing Partner chez Capco, merci beaucoup pour vos lumières sur le Libra. On se retrouve très prochainement pour un autre sujet dans les décideurs de la finance.